les scientifiques surveillent les récifs coralliens pâles et les espèces sous-marines comme la tortue. Les tortues de mer, le plus grand reptile marin, se trouvent dans les zones tropicales et subtropicales. La plus grande des 8 espèces est la tortue luth. Un adulte peut faire 3 mètres de long et peser 900 kg. Une tortue luth de cette taille a sûrement 270 ans. La plupart des tortues de mer migrent sur de longues distances à la recherche de nourriture. Elles sont guidées par un remarquable système de navigation qui reste mystérieux pour l'homme. Certains croient que ces reptiles géants ont une boussole biologique qui leur permet de savoir où aller le jour avec le soleil et la nuit avec les étoiles. D'autres pensent que les tortues se souviennent de l'odeur et du goût de l'eau de leur lieu de naissance. Peu importe la distance, elles arrivent toujours à retrouver leur chemin. La taille est liée à leur âge et à leur type. Les tortues de mer doivent respirer à la surface. Après des millions d'années d'évolution, elles se sont adaptées à la vie sous-marine et n'ont plus besoin d'eau douce. Les tortues de mer ont une très longue longévité. Beaucoup grandissent encore après 50 ans. Une fois adultes, on reconnaît moins les mâles et les femelles sur leur corps, mais les mâles ont une queue plus longue et de longues griffes à l'avant. Entre mai et août, c'est la période de reproduction. Elles font des milliers de kilomètres jusqu'à leur lieu de naissance, creusent et déposent leurs œufs. C'est seulement quand elles ont rempli le trou de sable, sans laisser de traces, que le travail est terminé. Elles déposent de 50 à 200 œufs de la taille d'une balle de ping-pong. Cela prend environ 2 heures. Ensuite, elles repartent dans la mer. Mais bien que cachés, les œufs sont toujours menacés. Même la mer peut les détruire. Deux mois plus tard, les bébés tortues cassent la coquille. Après plusieurs jours d'agitation, ils émergent dans leur nouveau monde. Cette scène incroyable arrive la nuit, à la lueur de la lune et des étoiles, et elles arrivent à trouver le chemin vers la mer. Mais c'est aussi l'heure du banquet pour de multiples prédateurs, oiseaux, crabes et carnivores. Seuls les bébés tortues les plus chanceux arriveront à la mer. Et le danger ne s'arrêtera pas là. Combien de temps doivent-elles lutter avant de grandir suffisamment pour se reproduire ? Une des espèces est la tortue de mer imbriquée. La tortue de mer imbriquée a 13 escaliers sur le dos. Au niveau du comportement, en apparence, elle se distingue. Une des différences est leur bouche qui est pointue et non ronde comme chez d'autres espèces. Une autre différence est la coquille avec ses couches en escalier. Des couches l'une sur l'autre. Les autres tortues ont des lignes sur leur coquille. Une autre différence réside dans le bord de la carapace. Ils sont doux chez les tortues. Chez les imbriqués, ils sont comme des dents zigzags.
Autre différence, le caractère. Les tortues imbriquées ont un fort tempérament. La tortue de mer imbriquée vit au fond des mers tropicales. Elle peut vivre jusqu'à 1500 ans. C'est la plus longue durée de vie de la planète. Et elle est en grand danger. Cette espèce particulière peut faire jusqu'à 1 mètre de long et peser 80 kg. Elle peut, si besoin, rentrer sa tête et ses membres sous sa carapace. L'été est la saison de reproduction et mars-avril le moment de la ponte. On compte environ 200 œufs à chaque fois. Les œufs éclosent avec la température naturelle. Après environ 50 jours, les bébés émergent. Elles mangent des algues, de petits poissons, des crustacés et d'autres animaux mous. Le vent s'est levé sur la surface de la mer. De grandes vagues ont poussé le petit bateau contre un roseau et endommagé l'hélice. Plus aucun moyen de communication ne fonctionne. Les 3 scientifiques ne sont plus visibles. Et personne ne peut naviguer avec ce temps pour les retrouver. 3 heures ont passé et toujours rien. Des pointes blanches s'élèvent sur la mer. Les alarmes se mettent à hurler. La mer est observée. L'îlot à l'ouest des récifs circulaires Yongle tire son nom de ses abondants récifs coralliens. Les bateaux à moteur ne peuvent pas trop s'approcher. En effet, les eaux sont peu profondes. Les scientifiques étudient les conditions géologiques et biologiques locales. Cet endroit est important pour leur projet, car c'est un carrefour de vie marine sur un îlot de corail. La journée de travail est terminée. Retour sur le bateau. Le soleil balaie d'une lueur dorée les îles Chicha. C'est aussi une période en or pour les pêcheurs à la ligne. Après dîner, à la lumière des lampes, ils se dirigent vers leur bateau et placent les hameçons. Immédiatement, un banc de harengs arrive. Plus besoin de lignes ni de cannes. Chaque filet ramasse beaucoup et très vite. Plus de 50 harengs sont à bord. Presque chacun ici est un maître pêcheur. La fatigue de cette rude journée de travail vaut le coup. La nuit, une scène remarquable apparaît. C'est un miracle de la nature. Les insectes coralliens éjaculent des milliards de spermatozoïdes. Dans la mer de Chine méridionale, c'est la saison de reproduction des insectes coralliens. En avril, la température augmente, les courants sont encore faibles et le corail s'active dans les fonds marins. De nombreux insectes coralliens commencent à s'étendre et éjaculent dans l'eau. C'est très rare de le voir. Cela n'arrive que quelques nuits par an, pendant très peu de temps. L'éjaculation collective est une stratégie de survie dans un monde hostile.
Mais comme il y a beaucoup d'œufs, même après la fête, il y a encore des restes. De nombreux œufs en peu de temps, cela signifie beaucoup de restes. Plus longtemps, et les prédateurs reviendraient pour se nourrir à nouveau. Les œufs et le sperme se rejoignent sur la surface de la mer pour donner des millions de bébés insectes coralliens. Ils se réfugient dans les substances qui flottent et sont presque invisibles quand ils se fraient un chemin vers un domicile permanent. Après dérivation, ils trouveront le bon endroit pour s'installer. Ensuite commence une formidable mission collective, construire un nouveau récif corallien. En des centaines de millions d'années, ces récifs coralliens sont devenus ce qu'ils sont, de petits îlots dispersés autour des îles Chicha. Les pêcheurs en font leur refuge temporaire après la navigation en été, avant de rentrer chez eux en hiver. Ces pêcheurs de l'îlot Jiqing transforment aussi leurs prises en aliments secs. Grâce à cela, les scientifiques ont découvert une grotte sous-marine mystérieuse. La légende la relie à la nouvelle classique chinoise, Voyage vers l'Ouest. La grotte est énorme à l'entrée, puis plus elle est profonde, plus elle est petite. On ne peut pas y aller car l'eau est trop profonde et la pression trop élevée. Cela peut causer des blessures. Vous pouvez voir ça depuis la surface? Oui. Les gens connaissent cette grotte. Tous ceux qui sont venus ici la connaissent. Cette grotte mystérieuse a suscité la curiosité des membres de l'équipe scientifique. Ils ont décidé d'inviter un pêcheur à les guider dans la recherche. Le pêcheur a trouvé la position de la grotte avec son télescope. Sur la plateforme du récif d'un diamètre de 50 mètres, la mer est de couleur bleue, complètement différente de la couleur verte aux alentours. Les scientifiques ont mesuré la profondeur avec leur machine qui peut pénétrer à une profondeur de 80 mètres, mais sans résultat. Le fond est inaccessible. Les membres ont décidé d'y plonger. Ils y ont d'abord mis un fil de 57 mètres, qui est la limite de plongée avec de l'air fixée par l'armée de mer américaine. En général, une règle de plongée veut que la profondeur ne dépasse pas 30 mètres. Sinon, à cause de la pression, c'est dangereux pour les plongeurs. Donc seul un plongeur expérimenté peut descendre à cette profondeur. Le fil de guidage sert aux plongeurs à grimper en cas de tourbillon ou de courant violent. Avec la profondeur, c'est de plus en plus difficile de bien voir. Cela nous rend plus curieux de ce qu'il y a en bas. Le plongeur est à 50 mètres de profondeur, la lumière n'y arrive pas. Dans le noir, c'est étrangement calme. Cette grotte est séparée du monde extérieur. Le plongeur décide de monter en suivant les rochers, sans utiliser la corde. Il voit d'abord des algues, puis des poissons. Plus il s'approche de la surface, plus la vie est développée. À 5 mètres environ, il voit quelque chose de surprenant. Du corail blanc. Le corail sain devrait être dynamique et grâce aux zooxanthelles, l'algue qui vit en symbiose avec le corail. Mais si l'environnement n'est plus sain, la zooxanthelle disparaît et le corail perd ses couleurs. Il devient pâle et malade. Les insectes coralliens luttent en vain. Résultat, une mort lente.
En plus de 20 ans, cette maladie a touché de nombreux récifs coralliens dans le monde. Le réchauffement climatique, la hausse des températures des mers, la diminution du taux de sel à cause de la hausse de l'apport d'eau potable, les rayons ultraviolets du soleil, ainsi que les nombreuses sources de pollution en sont la cause. Mais ce n'est pas irréversible. Les zooxanthelles peuvent revenir et ramener la vie dans les récifs coralliens. Les scientifiques ont collecté des échantillons à différentes profondeurs de la mer. Ils sont dans des récipients remplis d'alcool. À leur retour, ils les testeront dans l'espoir de trouver des zooxanthelles qui peuvent supporter la plupart des changements environnementaux. Il y a d'autres coupables comme l'acanthaster, une sorte d'étoile de mer. C'est le plus grand ennemi naturel du corail. Et autour de l'îlot Jiqing, il y en a beaucoup. Les étoiles de mer se déplacent avec leurs membres en forme de tube. Ce sont des animaux affamés qui ne se préoccupent pas des règles de bienséance. Ils se cramponnent au corail, l'enveloppent entièrement, puis sucent tous les insectes coralliens présents dans leurs victimes, en ne laissant derrière eux que le squelette du corail. L'étoile de mer est un gros mangeur, il mange 10 fois plus que la taille de son corps. C'est un tueur de corail. Les étoiles de mer ne sont jamais seules, elles attaquent par millions en mangeant tout sur leur passage. Leur arrivée est liée aux tempêtes qui apportent du sel nutritif de la terre à la mer. Cela dope la vie à la surface de la mer, ce qui crée une source de nourriture parfaite pour les bébés étoiles de mer. Un adulte dépose des centaines de milliers d'œufs d'un seul coup, et avec tant de nourriture, beaucoup survivent. Dans le passé, on en savait peu sur ces destructeurs. On a essayé en vain de contrôler la population en demandant à des plongeurs de les couper en morceaux. Mais l'étoile de mer est résistante. Chaque morceau peut donner une nouvelle étoile de mer. Une nouvelle stratégie de contrôle consiste à injecter 1 millilitre de poison dans leur corps. Mais c'est une stratégie coûteuse en temps et en argent. La meilleure solution pourrait se trouver sur Terre et non sous l'eau, en protégeant les côtes et en empêchant le surdéveloppement. Mais l'étoile de mer a aussi un ennemi naturel, le triton trompette. La chasse au triton trompette devrait être interdite. Les nautiloïdes ont des bouches pointues de perroquets. Pourquoi sont-ils rares ? Parce qu'ils viennent d'une époque très ancienne. Ce sont des fossiles vivants. C'est une idée répandue dans le monde. Le deuxième type est appelé Sanka en sanskrit ou triton trompette. Il ressemble beaucoup au clairon utilisé par les pêcheurs. Avant, quand il n'y avait pas de haut-parleur, ils l'utilisaient pour transmettre un signal. C'est un trésor à cause de sa belle forme. Le troisième est appelé fruit de mer de la dynastie Tang, parce qu'il ressemble à la coiffe des chercheurs sous les Tang. Le quatrième type est appelé coquillage trésor. Il symbolise le bon augure.
Les nautiloïdes sont des espèces en grand danger en Chine. Ils vivent 2000 mètres sous la surface de la mer. Ils datent probablement de l'ère paléozoïque, il y a des centaines de millions d'années. Ce sont des fossiles vivants. La plupart du temps, on ne voit que les coquilles qui restent après leur mort, lorsqu'elles s'échouent ou à marée basse. Hormis ces 4 types, il y a aussi un géant appelé Amber Tridacane qui s'accroche au récif. Il est gros, il peut faire 1 mètre d'épaisseur. Voici le plus gros trouvé à Chicha, avec ses 90 cm de diamètre. Il a vécu au fond des mers pendant plus d'1 millier d'années. La plupart des mollusques de Chicha sont grands et ont une coquille épaisse. Cela s'explique par la profondeur de la mer. C'est ce que les spécialistes expliquent. En moyenne, c'est à 1112 mètres de profondeur, la profondeur, mais ça peut atteindre 5559 mètres dans un ravin. Dans un ravin, bien sûr. Le récif à 150 milles de l'île de Hainan est le dernier endroit de ce projet. Dans la zone du récif nord, l'eau est bleue et transparente. Plus la mer est profonde, plus elle est bleue. C'est la désolation au fond de la mer, avec presque rien d'autre que des morceaux de corail cassés. Rien d'autre n'est visible entre 6 et 8 mètres de profondeur. Cela est dû à l'importante surpêche avec des moyens extrêmes comme des explosifs et du poison. Tous les crustacés sont partis. Et comme le corail est un objet décoratif cher, des pêcheurs et des hommes d'affaires endommagent la mer pour se remplir les poches. Plus la côte est proche, plus les dommages sont sérieux le long d'un arc sud-nord. Jusqu'à 20% des ressources globales de ce corail sont perdues et 60% sont sérieusement menacés, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement. Les récifs coralliens sont un trésor hérité de notre planète. Ils ont survécu à de nombreux désastres dans l'histoire. Mais si l'homme n'y fait pas attention, il pourrait être perdu. Pour toujours. Au crépuscule, l'eau devient bleu sombre et la couleur s'étend jusqu'à la rive. Le bateau dérive comme une feuille sur l'eau. Sans le bruit de l'eau, il serait difficile de croire que ce bateau avance à 10 nœuds par heure. Ici, les mers sonnent le signal d'alarme. La vie est interdépendante.